L'actualité africaine, c'est maintenant sur France 24 à la une ce soir. Le nouveau moyen de pression des Soudanais. Une grève générale de 2 jours entamée ce mardi à l'appel du mouvement de contestation. Les manifestants semblent déterminés à maintenir la pression et obtenir le transfert du pouvoir aux civils. Même si les premiers signes de division commencent à apparaître, l'analyse dans ce journal de Karim Eliaoui. La mort en Algérie d'un militant et défenseur des droits de l'homme, Kamel Eldin Fakhar, est décédé des suites d'une grève de la faim entamée il y a 50 jours pour protester contre son incarcération. Il était en détention provisoire depuis le 22 mars. La réaction dans ce journal de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. On ira également au Kenya où la production de soie est en hausse alors qu'en Chine et au Japon elle est en déclin. Une aubaine pour les agriculteurs kenyans qui optent de plus en plus pour cette activité. C'est la deuxième étape du mouvement de contestation au Soudan, la grève générale. Elle doit durer 2 jours à l'appel des leaders de la contestation. Les manifestants espèrent ainsi accroître la pression sur l'armée. Plus de 6 semaines après la chute d'Omar el-Béchir, les militaires refusent toujours de transférer le pouvoir aux civils. Florent Rodeau. Ils sont banquiers, fonctionnaires ou encore employés de l'aéroport de Khartoum. Ces Soudanais le crient haut et fort. Pas question de reprendre le travail tant que l'armée conserve les rênes du pays. Une grève générale débutée ce mardi et qui doit durer 48 heures. Objectif pour les leaders de la contestation, faire monter encore d'un cran la pression sur le conseil militaire au pouvoir. Nous n'avons aucune autre arme à part les armes civiles. Nous allons donc suivre les étapes de la désobéissance civile et nous ferons grève jusqu'à ce que notre demande soit entièrement satisfaite, à savoir le transfert du pouvoir aux civils. En cas d'absence de réaction de la part de l'armée, Wajdi Saleh l'assure, la prochaine étape pourrait bien être une grève générale indéfinie. S'il brandit ces menaces, c'est que les négociations avec le conseil militaire sont toujours au point mort, plus d'1 mois et demi après la destitution du président Omar el-Béchir. Des divergences profondes sur la composition du futur Conseil souverain, dont les 2 camps veulent la majorité des sièges et la présidence. Karim Eliaoui a couvert pour nous les événements au Soudan. Il est de retour à Paris. Il est revenu pour nous sur ce face-à-face entre l'armée et les manifestants qui souhaitent maintenir la pression dans la rue. Écoutez son analyse. On s'aperçoit que l'armée tente véritablement de reprendre la main. Alors du côté des manifestants, cette double journée de grève et de manifestation, c'est un peu un galop d'essai pour voir où en est la mobilisation et si elle a la capacité de faire plier l'armée, notamment sur cette question du Conseil souverain, qui est cette instance qui est censée accompagner le pays sur le chemin de la démocratie. Civils et militaires n'arrivent pas à s'entendre sur sa composition. Ça ne veut pas dire que le dialogue est totalement rompu entre l'Alliance pour la liberté et le changement et le Conseil militaire de transition, mais en tout cas les deux parties tentent de rester un petit peu fermes sur leur position, d'autant plus que l'armée entend profiter un petit peu des divisions qui semblent apparaître au sein de cette Alliance pour la liberté et le changement. Il y a notamment un parti qui s'appelle le parti Oumma, qui est un parti important dans l'histoire politique du pays. Il a été en quelque sorte central au moment où le pays a réussi à accéder à une parenthèse démocratique au milieu des années 80. Et bien ce parti considère qu'on aurait dû réfléchir un peu plus longtemps avant de lancer cette idée de grève générale. En tout cas, cette grève générale pourrait s'étendre au-delà de 2 jours si l'armée ne donnait pas de signe de véritablement négocier. Et dans l'esprit de beaucoup de manifestants, l'armée ne veut en réalité pas négocier. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qui dépassent le Soudan. Il faut noter que Abdel Fattah al-Burhan, le président du Conseil militaire de transition, est allé ces derniers temps à la recherche de soutien, notamment du côté des Émirats ou de l'Égypte où il y a un militaire au pouvoir, El-Sisi, qui ne verrait pas d'un très bon œil un pays voisin marcher sur le chemin de la démocratie. Et puis il y a un autre homme dont on parle moins, Hemeti, qui est le numéro 2 du Conseil militaire de transition. Lui est allé en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui continue de soutenir les militaires en place au Soudan, et l'Arabie Saoudite qui était totalement satisfaite de la situation qui prévalait avant le début de cette révolution, notamment
notamment avec El-Béchir, avec cette carte El-Béchir plus islamiste. Alors ils accepteraient peut-être un gouvernement laïque, mais il faudrait que les militaires restent en quelque sorte à la manœuvre, et ça les manifestants n'en veulent pas du tout. En tout cas, les prochains jours risquent d'être importants pour la suite du mouvement, pour voir si les militaires sont véritablement prêts à dialoguer. La réponse de Ghassan Salamé au maréchal Khalifa Haftar, l'émissaire de l'ONU en Libye, a répondu aux attaques de l'homme fort de l'Est libyen. Dans un entretien dans le journal du dimanche, il l'accusait d'être devenu un médiateur partial. Ghassan Salamé affirme de son côté s'être entretenu avec le maréchal Haftar après ses déclarations et assure qu'il compte poursuivre son travail de négociateur. Écoutez-le, il répondait aux questions de Marc Perelman. Il y a les États qui ont des tiraillements à l'intérieur de leur propre gouvernement pour aller dans un sens ou pour aller dans un autre. Il y a des gouvernements qui ne considèrent pas que la situation est assez grave. Il y a des gouvernements qui pensent que c'est à l'Europe de résoudre ce problème. Les États-Unis, par exemple. Qui sont très loin pour s'en occuper directement. Donc il y a plusieurs motivations à ce que j'appelle une complaisance quasi criminelle. Il faut véritablement que la communauté internationale ne soit pas aussi complaisante, ne soit pas aussi passive. L'actualité en Algérie marquée par la mort du militant et défenseur des droits de l'homme, Kamel El-Din Fakhar, en détention provisoire depuis le 22 mars. Cela faisait 50 jours qu'il était en grève de la faim. Sa famille avait alerté à plusieurs reprises les autorités. Son avocat a annoncé qu'il déposerait plainte pour non-assistance à personne en danger. Incarcéré à plusieurs reprises, il n'en était pas à sa première grève de la faim. Il faisait partie des militants arrêtés après des violences communautaires dans la région du Mzab en 2015. Écoutez la réaction de Saïd Salhi, vice-président de la LADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Il a répondu à nos questions tout à l'heure. Pour nous, déjà, sa détention est arbitraire. Sa détention est injustifiée. Mettre quelqu'un en prison pour ses opinions, c'est vraiment de l'arbitraire. C'est vraiment un drame de voir un militant, un défenseur de droits humains, un détenu d'opinion mourir en pleine détention devant le silence, devant même le mépris des autorités. Nous, à la LADDH, hier même, on a fait un appel pressant, urgent, justement, vu son état critique, on a fait un appel justement à sa libération pour au moins des raisons humanitaires. Nous appelons d'abord à l'ouverture d'une enquête pressante pour justement établir toute la vérité autour justement de ce drame, mais surtout de faire justice. C'est vraiment la honte du système judiciaire algérien, la honte du système algérien de laisser un citoyen algérien dans un état de santé critique mourir comme ça. C'est vraiment lamentable ce qui se passe. Pour nous, vous savez, ça renforce notre détermination parce que ce qu'on dit aujourd'hui, plus que jamais, ce système doit changer. Ce système doit changer. Un système qui laisse ses enfants périr en prison ne peut pas continuer à exister chez nous. Nous voulons aller vers une autre ère. Nous voulons aller vers une justice indépendante, une justice réellement, justement, qui ne fait que parler que le droit. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Saleh, qui a appelé au dialogue aujourd'hui, n'a pas cité le nom du militant décédé et les étudiants étaient une fois de plus très nombreux à se mobiliser dans toutes les villes du pays pour le 14e mardi consécutif depuis le début du mouvement. L'appel de Macky Sall, le président sénégalais, tend la main à l'opposition pour un dialogue national et une gouvernance concertée. Ce dialogue national promis par Macky Sall lors de sa prestation de serment le 2 avril dernier a été boycotté par une partie de l'opposition. C'est le cas du PDS, le Parti démocratique sénégalais, mais l'un de ses piliers, Oumar Sarr, n'a pas respecté la consigne. La correspondance à Dakar d'Emiliane Niado. L'exigence de consensus l'emporte sur les logiques d'appartenance. C'est en ces mots que Macky Sall a introduit le dialogue national devant une bonne partie de l'opposition sénégalaise qui s'est réunie autour d'un mouvement nommé Front de résistance nationale et qui a mis sur la table ses principales revendications, à savoir notamment la libération des opposants politiques comme Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar, ou l'amnistie à Karim Wade, actuellement en exil au Qatar. À noter l'absence du Parti démocratique sénégalais de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, le PDS, qui n'a pas pu trouver d'accord préalable avec Macky Sall sur les modalités du dialogue.
Un consensus semble tout de même se dégager autour du président du comité de pilotage du dialogue, en la personne de Famara Ibrahima Sagna. Cet ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal va devoir dans les jours à venir poursuivre la médiation entre pouvoir et opposition. Au Kenya, la soie ne fait pas que le bonheur des couturiers, mais surtout celui des agriculteurs. Ils se tournent de plus en plus vers ce domaine d'activité. Le climat y est favorable et la production est en hausse. Une aubaine. Les détails avec Nicolas Germain. La production de soie grâce à des vers à soie existe en Chine depuis 5000 ans. On l'appelle la sériculture et depuis peu, elle est en forte progression au Kenya. Pour les agriculteurs, c'est une source de revenus plus stable que le café, le maïs, le coton ou le sucre de canne. Le réchauffement climatique a nui au rendement de ces secteurs-là. La sériculture, elle, dépend moins des aléas de la météo. Dans les pays où ils en faisaient beaucoup, ils ont réduit la production comme en Chine. Au Japon, il n'y en a pratiquement plus. Il en reste en Inde. Et nous, au Kenya, on peut aussi répondre à la demande mondiale. Pour les agriculteurs, il s'agit d'un revenu stable qui tombe toutes les 3 semaines lorsqu'ils livrent le produit. Avec la sériculture, pour une surface d'un demi-hectare, un fermier kényan peut gagner 15 000 $ par an. Newton Owino emploie désormais 15 personnes. Ici, on en est au 26e jour. Et vous voyez que les vers à soie sont en train de produire. Ils font des cocons. C'est le stade de chrysalide. Et ensuite, nous, on récupère les cocons. La soie est utilisée dans les produits textiles, mais aussi dans la fabrication de lentilles de contact, de savon et de crème pour la peau. L'an dernier, le plus grand producteur de soie au monde, un groupe chinois, a annoncé qu'il envisageait de bâtir une usine au Kenya. Si le projet est confirmé, quelques 300 000 emplois pourraient être créés dans ce pays d'Afrique de l'Est. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.